Chers internautes de Lomé Actu, recevez nos salutations chez vous après 8 semaines en détention à la prison de Lomé. Papson Moutite est enfin libéré et aujourd'hui il ouvre les portes de chez lui pour recevoir Lomé Actu. Il va falloir quand même qu'on fasse la lumière sur plusieurs zones d'ombre. Monsieur Papson Moutite, est-ce que ça va? Papson Moutite. Bon, ça ne va pas. Mais monsieur Amoussou Zionou, comme l'a vie Mido dit, ça va. Parce que c'est ça, mon nom à l'état civil. Et c'est Papson qui a pris tellement de coups. Donc Papson, ça ne va pas. Les gens pensent que vous souffrez en silence. Ouais, effectivement. Vous savez, quand vous êtes malade d'abord mental, et je pèse bien les mots, vous êtes bipolaire et puis vous souffrez des troubles de comportement, attestés par des neurologues comme le professeur Balougou, vous pouvez vérifier cette information. C'est souvent le stress, quand ça bug au niveau de notre cerveau et qu'on n'arrive pas à s'exprimer, on fait des crises. Quand l'angoisse prend un niveau donné et que la pression est énorme, franchement, on perd carrément la joie ou l'envie de vivre. Mais les gens pensent que ta maladie, c'est juste un alibi. C'est un peu triste parce que quand vous remontez de 2012, vous aurez le temps de voir les certificats médicaux que j'ai à ma disposition. C'est depuis 2012, après cet accident dans mon escalier, que j'ai pu quand même fracasser ma tête, ou à l'hôpital clinique Saint-Joseph, on détecta troubles de comportement après ce traumatisme crânien-encéphalique. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce qu'on appelle traumatisme crânien-encéphalique, mais après des années, le professeur Balougou a confirmé qu'en fait, ces troubles que j'ai eu après, c'est dû à cet accident et que l'expertise n'a pas détecté très tôt les failles de, comment on appelle, de cet incident pour que je puisse me prendre tôt, et comment on appelle, sous un traitement. Ce qui a dégénéré au fur et à mesure. Mais j'ai au moins 5 certificats médicaux que vous allez prendre la peine de lire parce que c'est quand même des professeurs et des médecins d'État. Ce n'est pas des médecins du quartier pour aller les corrompre et leur donner peut-être 5 000 pour qu'ils te fassent. Donc cette histoire, c'est ça plutôt qui me rend plus malade. Le fait de dire que tu joues une comédie, or que dans ce bureau, je vous montrerai aussi 5 cartons des produits que j'ai déjà utilisés par le passé. On peut pas faire de la comédie et avaler tout ça. C'est un peu triste. Mais finalement, est-ce que Papson est guéri? Pas du tout, puisque le traitement doit durer 12 ans. Selon l'expertise, et le professeur Balougou va le confirmer, c'est pas une maladie comme carie dentaire, maux de yeux ou bien, je sais pas, les maux de tête, c'est pas Doliprane ni comment on appelle paracétamol. Quand la maladie dure avec le temps, ça veut dire que normalement le patient doit se traiter à vie. C'est juste pour lui donner espoir, pour dire qu'il va guérir. Sinon moi on m'a mis 12 ans et au départ, c'était de la dépakine. Pour ceux qui nous suivent, ils connaissent taper sur Google ce qu'on appelle dépakine. Qu'est-ce que ça traite? Maintenant, après tout, ils ont changé ça au lazapine que je prends à long terme. Vous pouvez vérifier ça. Ok. Monsieur Papson, je pense que c'était quand même une sacrée présentation. C'était déjà réponse à plusieurs zones, réponse à plusieurs questions à la fois. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Mais la vérité, est-ce que ça a besoin d'être accompagné? C'est quelque chose que je vis chaque jour. Exactement. Je n'invente rien. Exactement. Vous avez passé 8 semaines à la prison. Et après ces 8 semaines-là, avec du recul, de quel œil voyez-vous la situation du 8 août dernier qui vous a conduit en prison? J'apprécie vraiment la qualité de ta question. Ça me donne la chair de poule. Même les poules de ma chair de poule ont la chair de poule. Quand vous voyez les traces de ces menottes, quand vous voyez ce doigt cassé, il y a d'autres traces. Je suis désolé pour notre société et notre société est en train de perdre les valeurs morales. Ça, je suis désolé de le dire. Notre société est en train de chuter parce que, moi, je suis né dans les années 80, je suis né en 81. À l'époque, je me rappelle que ma maman m'avait frappé parce que le voisin ne m'a pas bien frappé. C'est-à-dire, le voisin m'avait frappé parce que je revenais de l'école et puis j'étais en train de pousser, de me traîner par terre avec mon kaki. Et le voisin m'a tapé et je pleurais pour rentrer dans la maison. Et quand la maman m'a vu, il m'a dit, qui t'a tapé? J'ai dit le voisin. Et en même temps, le voisin aussi est rentré, il dit, je l'ai tapé parce que c'est lundi, mais regarde son kaki. Et on m'a dit, tu ne l'as pas bien tapé. On m'a tapé. Alors si, après des années, en 2024, je vois 2 petites filles
que j'ai reconnu d'ailleurs, qui était en train d'être hué sur la route, et que je suis parti les gronder comme on m'a grondé, et que les gens l'ont peint de menaces et de violences, jusqu'à aller dire que c'est une tentative de séquestration, de viol. Ça veut dire que notre société aujourd'hui peut tuer un innocent parce que 2 ou 4 personnes ont crié voleur. Vous avez dit tout à l'heure que vous les avez reconnus. Quel rapport vous entretenez? Oui, je les ai reconnus parce que je me rappelle un soir quand je rentrais de chez moi, j'avais déjà vu ces filles au niveau de IPG à Dadido Gomé. Et moi, quand j'ai vu la tenue de ces filles d'abord, ils étaient 2. Quand je les ai dépassées, parce que j'étais en sondage social avec beaucoup d'autres vidéos que je tournais à ces périodes-là où je dénonçais le comportement d'abord des filles et leur tenue. Et je dénonçais aussi le fait que les petites filles de 12 ans, 14 ans font de la prostitution en complicité avec leurs parents. C'est-à-dire c'était du proxénétisme parental. Les parents sont contents quand les enfants ramènent de l'argent à la maison parce que ils savent pas quel travail l'enfant fait, mais il a des gros portables, il a des belles tenues, ceci, il trouve l'argent où. Donc c'est du proxénétisme déguisé. Donc je faisais ces sondages quand j'ai vu ces 2 petites filles. Sans vous mentir, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très, c'est-à-dire, et je sais pas, impulsif quand il s'agit. Merci. Impulsif quand il s'agit des choses qui sortent du cadre normal. Et j'ai klaxonné. Pom, pom, pom. Et quand j'ai klaxonné, j'ai dépassé les petites. Quand je les ai dépassées, j'ai remarqué qu'elles ont accompagné ma voiture. Parce que quand tu prends le contre-allée qui est à IPG, tu peux pas t'arrêter là. Il va y avoir de l'embouteillage. Donc, elles m'ont suivi jusqu'à je suis rentré dans le vent et allé garer à 300 mètres. Et c'est de là que j'ai baissé ma vitre et je leur ai tendu ma carte en leur disant que je suis en train de dénoncer ce genre de choses. Mais je ne sais pas, elles sont des élèves ou bien elles font du métier de la nuit. Elle me dit qu'elles sont des élèves. Je dis, bon, ok, moi je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je vous donne ma carte. Appelez-moi. Nous allons avoir une séance d'échange et on va discuter. C'est comme ça que j'ai croisé ces 2-là. Et après, je les ai invités dans mon bureau avec 2 autres garçons. Ils étaient 4. Il y avait 2 qui étaient assis ici. Il y avait 2 garçons ici. Et c'est comme ça que j'ai discuté avec eux et je les ai sensibilisés. Je leur ai dit la nécessité aujourd'hui de ne pas sortir du cadre moral, même si on veut faire le TikTok, que les tenues soient appropriées parce que vous êtes appelés à devenir des grandes dames demain. Il se pourrait que votre passé vous rattrape quand vous devenez quelque chose dans la société. J'aimerais faire une petite parenthèse là, à ce niveau. Vous avez dit que elles sont venues après, vous leur avez donné votre carte et elles sont venues. Il y avait aussi 2 autres garçons avec ces 2 autres filles-là. Ouais. Et vous avez eu une discussion avec elles. Ici. Vous les avez sensibilisées. Ouais. Mais lorsque nous faisons un peu le recul, déjà, notre assise ici, c'est pour faire la lumière sur ce que les gens n'ont pas compris. Lorsque l'histoire a été divulguée sur les réseaux sociaux, à aucun moment, ces 2 garçons-là ne sont sortis de l'ombre. Voilà. Et à aucun moment, ces filles-là n'ont précisé qu'elles ne vous connaissaient pas auparavant. Et à aucun moment, nous n'avons remarqué qu'il y avait déjà une relation autrefois, que vous avez une discussion avec elles. Est-ce que vous ne pensez, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer cela ou vous Oui, mais c'est ce que nous appelons... Est-ce qu'en amont, après que les histoires ont commencé à évoluer comme ça, là, elles vous ont recontacté, vous avez rediscuté avec elles, vous avez essayé d'avoir une autre discussion avec elles? En fait, le problème se situe à ce stade. C'est pourquoi j'ai redéposé plainte même contre ces 2 garçons. Parce que normalement, le faux témoignage est puni par la loi. Les 2 garçons, normalement, devaient s'auto-saisir et aller vers la justice pour dire non, nous étions là le jour où ces 2 filles-là étaient là. Ils n'ont pas fait ça. Et il y a d'autres éléments que je n'ai pas compris. Je dis, à qui ça profite le fait que personne n'est venu témoigner que les 2 filles-là, quand elles étaient venues, il y avait d'autres personnes. Il n'y a que ma bonne qui a eu le courage de dire, effectivement, le jour-là, c'est elle qui les a ouvert la porte et qu'elles sont parties, ils étaient un groupe. Et à l'époque, je me rappelle, quand nous nous sommes vus, nulle part j'ai dit à ces personnes que j'étais intéressé par leur personnalité. C'est comme si tu vois une petite fille et que tu veux la conseiller. Il faut d'abord lui donner l'impression que tu aimes ce qu'elle est. C'est comme ça nos parents font. C'est pas bon là. Il faut d'abord emmener la personne à accepter t'écouter. Donc il faut s'intéresser à la personne. Je ne sais pas comment elles ont interprété ça parce qu'après ça ressort que je les ai appelées pour la draguer. Donc ce qui veut dire que c'est ça que je dis que l'éducation a perdu sa quintessence du moment où moi, toi, à l'époque, quand un grand te dit ça, tu ne vas pas penser qu'il veut coucher avec toi.
tu vas penser qu'il est intéressé par ton avenir. Mais les filles, là, compte tenu de leur âge, compte tenu aussi de, comment on appelle, des réseaux sociaux et des influences, pour eux, bon, c'est un monsieur qui est intéressé, parce que ce que j'aurais appris après, que une d'entre elles est partie dire à son papa que j'ai rencontré un grand homme qui est intéressé par la personne qui veut me poser. Est-ce que le jour là où vous les filmiez après le concert de Setlo, parce que si on comprend bien, il y avait déjà eu une rencontre avant le concert de Setlo, donc le jour où vous les avez filmés, est-ce que vous imaginiez que ça irait à ce niveau? Madame, je félicite, je sais que vous allez devenir forcément une grande journaliste, parce que je félicite votre capacité d'investigation. Et ça, je tiens à le dire parce que nous sommes devant, et comment on appelle, des milliers de personnes qui vont tomber dessus. C'est ça un peu le problème. C'est pourquoi je dis à qui ça profite que ça soit comme ça. Les filles là, ce n'est pas après le concert de cette loco, ça s'est passé. Ça s'est passé à 21h. Expliquez-nous. C'est ça, on veut savoir à quel niveau, comment ça a commencé. Parce que jusque-là, nous tous, ce que nous savons, c'est il les a interpellés, il les a filmés, des émois ont intervenu, ils ont porté plainte, il a été en détention. Et jusque-là, ce n'est pas encore fini. Comment ça a commencé? C'était où? C'était à quel moment? Qu'est-ce qui précisément s'est passé? Est-ce que vraiment vous les avez mis en live, vous les avez mis directement en ligne le jour où vous filmiez? D'accord. Merci. Et je voudrais retourner un peu en arrière pour vous dire comment elles ont quitté ici d'abord dans le bureau et combien de temps après on s'est vu pour cette histoire de cette loi. Parce que quand elles étaient venues au bureau, nous avons échangé, je les ai conseillés, j'ai dit à chaque petite fille là-bas de choisir bien leur mari, pas en fonction de ce qu'il a, mais en fonction de ses projets d'avenir. Parce que dans l'avenir, il se pourrait que beaucoup de métiers disparaissent. Donc, quand nous étions en train de discuter, j'ai reçu un coup de fil d'une autorité qui venait chez moi. Donc, j'ai dû couper notre entretien parce que c'était des jeunes, je ne peux pas recevoir le patron là qui venait chez moi. Et j'ai demandé à ma bonne de les accompagner. Et je pense que dans ma poche, le jour-là, j'ai juste mis la main, j'ai sorti des Elias. Mais je n'ai même pas compté, j'ai dit, prenez pour les M. Et on n'a pas eu le temps même de se dire au revoir. Et vous voyez ma maison, vous êtes venus, vous avez descendu les escaliers, vous êtes sortis. Je les ai juste accompagnés à la fin des escaliers, ils sont partis. Et on ne s'est plus vu. Est-ce que vous aviez leur contact? C'est pourquoi je dis, je retourne un peu en arrière. On y va. Quand on s'est vu le jour où on avait échangé à côté de la voiture, c'est 2 semaines après que je les ai reçus. Mais pendant les 2 semaines, il y avait une qui m'harcelait matin, midi, soir pour me dire « Tonton, tu as promis nous rencontrer, mais tu ne nous as pas rencontrés. Tonton, tu as promis nous... » Tous ces échanges, je les ai encore dans mon portable, je ne les ai pas effacés. Okay. C'était une parmi elles avait un numéro qui me contactait. Et après 2 semaines, je les reçois chez moi. Et 2 semaines après, nous avons discuté, elles sont parties, je retombe sur une vidéo d'une entre elles. Parce que quand tu enregistres le numéro d'une personne dans ton portable, quand son TikTok est en jeu, ça t'informe. Là, quand j'ai reçu le message d'alerte, j'ai dit, mais c'est qui cette dernière-là? Et je remarque que ça ressemble à une personne d'entre les 2 filles que j'ai vues. Automatiquement, j'ai pris la vidéo que j'ai renvoyée à la copine qui était en contact avec moi, pas la concernée directement. Oui. Pour me rassurer si cette personne-là est vraiment ta copine qui est venue chez moi. Pour vérifier si c'était vraiment les 2. Elle m'a confirmé, j'ai dit, mais c'est ta copine qui fait ça là sur TikTok? Et qu'elle est en soutien-gorge, en slip là? Non, la fille là qui est venue calmement chez moi, jouer la timide, qui n'a même pas dit un mot durant les 40 minutes qu'on a fait. Mais c'est bizarre. Tu m'as dit que ta copine est timide, non? Une personne timide ne peut pas faire ça sur TikTok, surtout en caleçon. Et elle m'a dit, oh, qu'elle a parlé, elle n'a pas pu écouter, nanani, nanana. Je dis, mais non, c'est pas bon. Est-ce que toi aussi tu fais ça? Elle m'a dit, non, quelle autre ne fait pas ça? Je dis, mais c'est quoi votre amitié là? Toi, tu ne fais pas un truc que ta camarade fait, mais tu ne la conseilles pas. Elle dit qu'elle la conseille fatiguée. Là, maintenant, la discussion devenait plus en plus tendue parce que j'ai remarqué que c'est quelqu'un d'autre qui me répondait finalement à les écrits. J'étais en train de discuter avec une personne qui me parlait normalement. Et après, lors de nos échanges écrits, j'ai remarqué que les écrits ont commencé par changer. J'ai dit, qui m'écrit là? Et la petite là que j'étais en train de recadrer à travers sa copine dit que c'est elle qui est en train d'écrire. J'ai dit, mais... Okay, du coup, les copines se sont passées la main. Elles ont pris le relais. On continue. Donc, la fille que j'étais en train de gronder à travers sa copine avait récupéré le portable de sa copine et était en train d'échanger avec moi comme si c'était sa copine qui me raisonnait. Et c'est elle qui écrivait, non, est-ce que c'est un problème de se mettre nu, c'est un problème de se mettre dans les écrits? Je dis, mais ce n'est pas la musulmane là, parce que l'autre là était une musulmane qui me disait qu'elle ne faisait pas les trucs de TikTok. La conversation là, c'est pas clair. Et là, j'ai pris directement mon téléphone et j'ai appelé.
Et sa copine a décroché, elle me dit que ce n'est pas elle, mais c'est plutôt Ida. La jeune fille là, elle s'appelle Ida. Que c'était Ida plutôt, parce que dans la vidéo vous avez écouté, c'est toi Ida, c'est toi Ida. Ça n'étonne personne que c'est Ida qui est en train de me répondre. Je dis, mais madame, ce que tu fais là, c'est dangereux. Tu ne peux pas remettre ton téléphone à quelqu'un sans m'avertir que c'est maintenant la personne qui a pris le relais. Ça, ce n'est pas bon. Ça peut être puni par la loi. C'est pas bon parce que quelqu'un peut faire des infractions avec ton téléphone. Pour moi, j'étais en train de les aider. Finalement, je pense que à vous voir parler, vous avez des relations assez particulières avec cette particulier, c'est trop dire. Si vous parlez de s'il n'y a rien de particulier entre nous, mais sauf que c'est l'attention de l'homme, comment on appelle, regardez, moi j'ai eu des diplômes d'appel à projet de citoyenneté, de civisme et tout. Ce que vous voulez dire, c'est pas une cet instinct-là d'une personne qui veut participer activement à l'éducation. Quand même, voilà, nos mœurs, éviter la dépravation des mœurs. Est-ce que c'est pas aller trop loin? Non, mais trop loin, aujourd'hui, c'est ce que je n'ai pas compris, parce que chez nous, à l'époque, quand on nous éduquait, moi, je n'ai jamais dit que le voisin va trop loin. Moi, je pense que je ne dirais pas que, pour le moment, moi, je ne dirais pas que c'est aller trop loin. Mais je veux qu'on aille rapidement okay, sur donc, le côté, le jour du concert de Setlo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est des détails qui sont aussi importants pour que vous compreniez ce qui a fait qu'il y a une situation tendue entre moi et ces filles. C'est pourquoi je précisais ce côté. Il y avait eu des situations en amont. Oui, il y avait, la vidéo là. Il y a eu la discussion. Il y avait même de la tension entre vous. Je voudrais que ceux qui nous suivent comprennent bien ce qui s'est passé. Avant la vidéo du jour du concert de Setlo, Monsieur Amoussou Papson, comme nous tous on connaît, je préfère Papson, c'est plus facile pour nous. Monsieur Papson, ici présent, avait déjà rencontré ses filles. Ouais. Il les avait déjà reçues dans ce bureau dans lequel nous sommes actuellement, mais en présence de 2 autres garçons. Et ça a été, disons, 40 minutes de séance de discussion, d'échange, de sensibilisation surtout. Après, il a une d'entre elles qui l'a contacté et le numéro était donc naturellement enregistré. Et dans son fil d'actualité TikTok, il tombe sur la vidéo d'une d'entre les deux et l'autre s'appelait Ida. Si vous avez Ida dans votre contact, taguez là, ça va aller loin. C'est ça. L'autre Ida là était, disons, dans une tenue pas conforme sur TikTok et dans une vidéo. Touché, il a voulu réintervenir, il a voulu comprendre. Et c'est avec ça que la discussion elle est devenue tendue. Wow. Si nous comprenons bien, avec son intervention, Ida n'a pas apprécié. Ida n'a pas apprécié que donc la relation déjà s'est un peu détériorée. Alors, je précise que ce n'est pas parce que son papa l'aurait dit de ne pas sortir avec moi ou bien une histoire de ce monsieur-là n'est pas sérieux qui a rendu tendue notre relation. Et ça, je dis notre relation, c'est parce que quand tu discutes déjà avec une personne, tu es en relation avec lui. C'est la communication qui crée la relation. Exactement. Donc, je précise pour que ça soit clair que ce n'est pas qu'elle est repartie sur ce zèle pour dire à ses parents que j'ai retrouvé un grand homme qui a rendu... Non, 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 elle m'a pas bloqué quand elles sont parties de mon bureau. Elle n'a même pas commencé par écrire personnellement avec moi jusqu'à avoir mon numéro pour me bloquer. Je voudrais que ça soit précis. J'écrivais avec elle à l'intermédiaire de sa copine. Et la discussion est devenue tendue parce qu'elle n'a pas apprécié que je puisse la recadrer concernant sa tenue, sa manière de vivre, machin, que je ne suis pas ses parents. Je dis, mais si je ne suis pas tes parents, mais tes parents participent à ton éducation et la société aussi parce que tu vas travailler pour la société. Est-ce que après cette petite discussion, cet échange, disons plutôt un peu venimeuse là, est-ce que ça aboutit à une coupure directe des contacts entre vous? Elle a arrêté de vous écrire avec le téléphone de sa copine, ou ça aboutit plutôt à une sérieuse discussion, de dispute en parenthèse? Non. Ça n'a pas, c'est-à-dire le jour là, tout était arrêté. Ça veut dire que moi j'ai arrêté tout. Parce que j'ai dit à la dame de ne plus m'écrire à travers le numéro de sa copine. Et si elle avait quelque chose à me dire, je pense qu'il est de bon ton qu'elle puisse le dire en se présentant, même si c'est le numéro de sa copine qu'elle veut dire, pour que je sache qui me parle. D'accord? Et là, sa copine et elle se sont bagarrées. Parce que la copine était d'accord que je fasse ces corrections, mais Ida n'acceptait pas que sa copine puisse être d'accord avec moi. Donc, cette relation est devenue tendue et elle est partie à côté de sa copine. Et j'ai dit à sa copine de faire attention prochainement. Et puis moi, avec sa copine, on est resté dans des bonnes conditions. On continuait pas à s'écrire malgré que Ida est partie. Vous aviez une discussion, vous continuez une discussion zen avec sa copine. Mais elle,
C'est là que je me suis fâché contre elle. C'est que quand elle est partie le jour-là, elle est allée prendre son propre numéro pour m'écrire sur WhatsApp et m'insulter. C'est là où j'ai eu finalement que, en fait, le fait que je l'ai corrigé, elle n'a pas aimé. Ça a créé un mauvais backup déjà. Et je l'ai dit que peut-être elle n'a pas compris mes intentions, mais je voudrais la rassurer que tôt ou tard, elle comprendra parce que cette société est faite de femmes et des hommes. Et c'est comme ça que le jour-là, c'est moi qui l'a bloqué. Parce que tout ce qu'elle m'écrivait, si je devais réagir par rapport à ça, je devais faire une connerie. Mais sa copine, je ne l'ai jamais bloquée jusqu'à aujourd'hui. Jamais bloqué. Ok. Si je peux rebondir, j'aimerais savoir par rapport à vos antécédents, est-ce qu'on ne parlerait pas d'un règlement de compte en famille? Bon, c'est ce que les gens... Règlement de compte le jour du concert de Setlo. Voilà. C'est ça? Voilà. Mais en fait, c'est ce que les gens ont fait croire. Or que quand vous vous séparez avec une personne que vous n'avez pas eu le temps de l'expliquer réellement vos intentions, le jour où vous revoyez la personne, c'est naturellement que vous dites à la personne, c'est ce que je voulais te dire le jour-là et tu as fait ceci. Pour que ça soit clair. Donc moi, je n'avais aucune rancune, aucune haine, parce que ce n'était pas mes intentions de base. Et je savais qu'elle était jeune. Parce que quand elle est venue dans mon bureau, elle a dit elle a 19 ans. Devant le policier, elle dit elle a 18 ans. Devant le procureur, elle dit elle a 17 ans. Finalement, je suis mélangé. 19 ans, 18 ans, 17 ans, c'est-à-dire son âge rétrogradé. Même dans le procès verbal, l'âge qu'elle a donné, c'est pas ça qu'elle a dit. Donc, 19 ans chez moi, chez le commissaire, 18 ans, devant le procureur de la République, 17 ans. Déjà, bon, ça c'est une parenthèse. Donc, moi, je ne l'ai pas retrouvé pour me venger. Parce que je n'étais pas sorti pour elle. Et je l'avais oublié parce qu'on s'est retrouvé 3 mois après. Attention, quand nous avons mis fin à ce genre de discussion, je ne continue pas à le préciser, nous sommes retrouvés 3 mois après cette histoire de Setlo. Ok. Le concert de Setlo, vous y étiez aussi ou c'était juste une pure coïncidence? Je n'étais même pas allé au concert de Setlo et la chose ne s'est pas passée après le concert de Setlo. C'était à 19h30. Je précise, cette intercation ne s'est pas passée à 2h comme on a fait croire aux gens. C'est pourquoi je dis à qui ça profite tous ces conneries qu'on a rencontrées sur moi. Moi, je suis parti au pressing pour remettre mes vêtements. Avec la complicité aussi d'un autre qui est témoin. C'est-à-dire le protocole d'un chef d'une autorité qui venait chez... La même autorité qui venait chez moi le jour-là, c'est lui qui m'avait confié de le mettre à disposition parce que je vends des costumes. Okay. Je vends des pantalons. Je suis en coordination avec certains prêt-à-porter que je sous-traite. Et j'ai un prêt-à-porter aussi qui est à ma disposition pour des costumes. Donc le patron là venait chez moi le jour-là pour essayer. Ça finalement vous avez tous les scoops. Hein. Le patron là venait chez moi pour essayer des costumes qu'il avait déjà demandé à acheter. C'est pourquoi je renvoyais les petites pour que le patron puisse essayer. Et le jour dont nous parlons là, c'est justement... Le patron là aussi et son protocole. C'est-à-dire le patron a acheté 3 costumes chez moi, 2 chemises et plusieurs choses. Et il voulait porter un le lendemain. Ça nécessitait le repassage, c'est-à-dire express. Il me confie son protocole qui va témoigner. Son protocole avait pris un raoudjou. Moi, j'étais dans ma voiture. Le protocole avait les costumes pour amener au pressing. Et c'est moi qui a consigné le pressing là à l'autorité que je tais son nom. Il est témoin. Le jour où j'ai quitté chez lui, ce n'était pas 22h du matin, j'ai quitté chez lui à 19h. Et à 19h30, on est allé avec les costumes et on voit que le pressing est fermé. C'était un dimanche. Moi, je n'avais pas vu le jour. Le dimanche, le pressing ne s'ouvre pas. Et c'est là que tout a commencé. C'est là où je suis parti en prison. C'est là où ma vie a changé. C'est là où tous ces conneries ont commencé. C'est-à-dire, à 19h30, ma vie a changé, je suis allé en prison. Parce que j'ai reconnu parmi les 2 filles qu'on lui est une. Parmi elles, qui s'appelle Ida. Et la même Ida, c'est elle qui m'avait insulté. C'est d'ailleurs pourquoi quand je suis descendu de la voiture, j'ai dit c'est toi Ida. Parce qu'au début, je ne croyais pas, parce qu'elle a teinté les cheveux. Je ne savais plus que c'était elle. Mais dans quelle intention aviez-vous donc commencé à la filmer? Voilà. Je disais tantôt avant le début de notre truc que j'étais dans un sondage et je filmais tout. Les fléaux sociaux. Donc tout ce que je faisais à l'époque, je filmais tout. Vous la filmiez bien avant de savoir que c'était elle. Tu as tout compris. Okay. Ça veut dire que quand on a commencé, on avait commencé avec une histoire de géreuse de Bizi. Parce que moi, je n'avais pas encore reconnu les 2 filles. Et mon chauffeur était en train de me dire que c'est comme ça que les géreuses de Bizi s'habillent. Et j'ai sorti mon téléphone, j'ai dit, mais, donc ça, c'est les géreuses
de Busy, là, ça. Là encore, les personnes ne les filmaient pas de face. De face, du dos. Et dans le restaurant qui était à côté de mon pressing, il y avait des jeunes garçons là-bas qui huillaient aussi. Gérer de bisous normalement à 2h, à 19h, à 20h, au bateau Kabay. Ok. Ça, c'est une précision que je veux marquer parce que le monsieur qui a fait ça s'appelle Edem. Je l'ai aussi cité dans ma plainte pour qu'il puisse répondre un jour de pourquoi il n'est pas venu au commissariat dire que c'est lui aussi, il était là quand ces filles-là étaient devant la porte. Il s'appelle Edem. J'ai mis son nom dans la plainte. Et quand vous avez commencé à les filmer, après qu'elle s'est retournée, est-ce que vous lui avez effectivement demandé d'entrer dans votre voiture et vous l'avez grondé? Est-ce qu'il y a eu un échange, disons, physique? Vous l'avez touché ou... Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé après. Moi, je regardais les personnes de dos qu'on lui est. On me dit que c'est des filles de Busy. J'ai demandé à mon chauffeur c'est quoi Busy. Lui aussi, j'ai déposé une plainte contre lui, Monsieur Claude. Parce que c'est lui qui a filmé toute la scène. Normalement, il devait être aussi arrêté comme moi, comme complicité, selon le code pénal. Mais il n'a pas été arrêté. C'est une parenthèse. Il n'a pas aussi témoigné pour dire qu'on n'a jamais déshabillé les gens, on ne les a jamais... Voilà, il n'est pas venu du tout. C'est pourquoi je ne comprends pas à qui profite tout ça. Et quand moi j'ai pris ma voiture, le chauffeur a démarré la voiture, c'est quand nous avons tourné le giratoire du carrefour que j'ai remarqué que non, ce n'est pas des géreux de Busy. C'est des étudiantes. Puisque j'ai reconnu Ida. Et j'ai dit, faisons demi-tour, allons-y garer plus devant. Quand elles vont marcher pour arriver à notre niveau, je vais descendre pour me rassurer si c'est vraiment elle. Et c'est comme ça qu'on a fait. Je suis parti garer la voiture plus devant. Et quand elle venait, vous allez plus remarquer dans la vidéo que quand je suis sorti, c'est-à-dire dans la vidéo que je n'ai pas montré sur les médias, que j'ai montré d'ailleurs au procureur et au commissaire, on me voyait clairement descendre de la voiture calmement. Descendre calmement avec mon portable. Et je filmais que les pieds. Et quand je suis descendu, j'ai dit bonsoir. C'est toi, Ida? C'est pas toi, Ida? C'est quand elle a commencé par faire des manières que j'ai dit, mais c'est toi, Ida, non? C'est toi qui m'as grondé au téléphone. Il dit, oui, toi aussi, tu m'as grondé. J'ai dit, mais toi, tu es ma petite soeur. Je peux te gronder. Mais toi, tu ne peux pas me gronder parce que ce que j'étais en train de dire, c'est légitime. Non, voilà maintenant, les gens sont en train de vous huer là-bas, ils vous traitent de prostituée. Et c'est là qu'elle me balance, mais je m'en fous. Tu n'es pas mon père. Toutes ces vidéos-là, c'est ici. C'est comme ça que quand elle a dit, je m'en fous, tu n'es pas ma mère, je dis, mais si tu veux faire un scandale ici, je te mets dans ma voiture et je t'amène à la gendarmerie. Mais monsieur Papson, est-ce que vous avez le droit? Non, mais le droit... mener de force. Non, quand vous dites de force, c'est comme si vous ne comprenez pas l'intention. Donc quand vous dites, moi je pense que on va pas dire est-ce que vous avez le droit de l'emmener de force, parce que là déjà il n'y a pas que, ce n'était pas de la force, c'était juste je te dis que si tu fais tel, on va devoir passer à tel et ce sera avec ton accord. Moi j'ai envie de dire, est-ce que vous pensiez que vous avez quand même le droit de d'abord commencer à la filmer parce que c'est ça qui l'a mis mal à l'aise et après d'argumenter avec elle à ce point. Ouais, mais quand vous posez cette question, on a l'impression comme si... C'est pourquoi j'ai dit à l'entame de notre interview que la société a perdu les bonnes valeurs. Je vois deux enfants en train de fumer une cigarette, je n'ai pas besoin de leurs parents pour les gronder. Mais la société a changé. Mais c'est ce que je dis, que la société a changé. Je l'ai dit au début, c'est pour vous prouver ma bonne foi que j'ai dit, cette société a tellement grandi et évolué au point où on a l'impression comme si les bonnes méthodes et les belles valeurs ont perdu leur sens. Donc, je vous l'accorde. Je ne suis pas contre le fait que je n'ai pas le droit de faire ce que j'ai fait parce que à l'époque, ça se faisait, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ça, il faut qu'on terre cette parenthèse. Mais il faut comprendre que ça part quand même de la bonne intention. Au fait, le fond de mes pensées était juste de dire à ces deux filles que une parmi elles, parce que l'autre n'était pas là, sa copine, l'autre là n'était pas là, c'est une autre qui est là cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec l'autre avec qui j'échange. Maintenant, cette personne qui est avec elle, elle est plus mineure que la personne que j'ai reconnue. Okay. Donc, c'était pour la dire que ce que je te reproche et tu m'as grondé, c'est ça que ces gens-là sont en train de dire là maintenant. Maintenant, tu es tassé de prostituée et de gérer de busy. C'est ça, ta tenue dont je parle. C'est ça que ça donne comme impression. Oh, pourtant, tu es étudiant. C'est quand elle a commencé par me gronder. Vous allez voir les vidéos que je n'ai jamais prises. C'est elle qui a commencé par me gronder. Cette vidéo, je ne les ai jamais partagées. Et ça, je vais vous le mettre comme... Ça, je peux même vous l'envoyer. Et je vous donne le feu vert de le montrer à qui viendra chez vous pour vérifier si c'est vrai que ces filles-là m'ont grondé. Mais ne pas le diffuser.
parce que je n'ai pas diffusé ça. Mais je peux vous l'envoyer. Okay. C'est quand elle a commencé par me gronder que j'ai haussé le ton. C'est comme si vous voyez deux petites filles, deux garçons en train de fumer, que vous commencez par leur dire, moi, qui m'y est-ce que m'y a et ils se mettent à, là, tu peux dire, au fait, c'était ce qui, c'était dans ce sens. C'était dans ce sens. Et elle a dit, ce qui a fait que j'ai finalement allé vers elle, elle a dit, tu ne pourras rien, tu ne peux rien. Même dans l'autre vidéo, j'ai ça. C'est quand elle a dit que je ne pourrais rien. J'ai dit, mais même la tenue que tu as portée, c'est de la dépravation des mœurs. Je répète, j'ai vu deux petites filles que j'étais en train de parler calmement. Elles ont commencé par me gronder. Elle a commencé par crier sur moi. Et j'ai dit, si vous continuez par crier sur moi et que vous faites un scandale, je vous mets dans une voiture et je vous amène vers les personnes qui vont mieux vous parler de ce que je dis. C'est-à-dire les personnes qui sont censées faire ça. C'est pas moi. Exactement. Donc, pour que vous compreniez mieux la chose, je vous mets dans une voiture et je vous amène chez eux. Comme ça, ils vont mieux vous dire ce que je suis en train de dire, mais qui ne passe pas bien. Et elle a dit, tu ne peux pas. Et quand elles ont dit que je ne peux pas, j'ai dit, mais même la tenue que vous avez portée déjà, c'est atteinte aux bonnes mœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, je vais vous donner encore cette vidéo. J'ai essayé encore de recalmer ces petites filles. Et ces vidéos aussi, je les ai. Jusqu'alors, je n'ai pas encore dit à ces petites filles que vous allez forcément rentrer dans ma voiture. J'étais en train de les convaincre pour leur dire, dans la société, une fille est une mère de demain. Vous allez porter des enfants, vos enfants vont venir voir des trucs. Et la mémoire de l'univers, c'est l'Internet. La mémoire de l'univers, c'est l'Internet. Donc, vous aurez des problèmes. C'est là qu'elles m'ont dit, non, mais la vidéo est là. La vidéo est là, je vais vous le montrer. C'est-à-dire, genre, je ne suis personne. C'est-à-dire, si nos parents nous ont laissé sortir comme ça, toi, tu es qui pour venir nous dire ça? Et c'est là, je dis, alors, si ça n'est ainsi, je vais demander aux deux émigrants de vous mettre sur les émigrants. Et je vais être dans ma voiture, mais le commissariat le plus proche, c'est le 9e arrondissement. Parce qu'on était ici, à côté de Vitoria, là. Quand tu dépasses IPG, le Vitoria, le carrefour, le premier carrefour avant la douane. Oui. Et c'est comme ça que j'ai donné l'argent à deux émigrants. 5 000. Je dis, le 9e ici est là. Comme elles n'ont pas confiance, écoutez-moi bien, c'est ce qu'on n'a pas dit à la population. Comme elles n'ont pas confiance quand je leur dis que ce qu'elles ont fait n'est pas bien, les deux émigrants et d'autres personnes peuvent les... Parce que quand on faisait ça, il y a d'autres personnes qui sont venues. C'est devenu un scandale. Devenu un scandale. Beaucoup de personnes sont sorties. Alors, comme vous ne me croyez pas, mettez les deux petites filles sur une moto, accompagnez-les tous. Et moi, je vais être dans ma voiture, on va dans un commissariat plus proche. Peut-être, l'officier de permanence va mieux expliquer ce que je n'arrive pas à dire ici parce que je suis civil. Et c'est là-bas que les gens m'ont convaincu de les laisser partir. C'est-à-dire, on ne les a pas... C'est cette partie qui... On ne les a touchés à aucun moment. On ne les a forcés à entrer dans la voiture à aucun moment. On ne les a déshabillés à aucun moment. Merci. C'est ça. Au fait, à aucun moment... C'est ça, vous confirmez? C'est ce que vous confirmez? Je confirme et je le réaffirme parce que les témoins, le témoin qui m'a attrapé comme ça pour me parler que, oh, président, je te connais. Président, je te connais. Tatio là. Non, c'est comme Tatio là. Il y a la vidéo là, où tu attends la voix de la personne. Ok, il faut que je leur donne des conseils et puis on les laisse partir. Mais elles doivent me présenter des excuses. Voilà la condition. Elles doivent me présenter des excuses pour le fait que mon intention était de venir les conseiller et de les recadrer, mais nullement j'ai voulu les agresser. Et c'est là que deux personnes m'ont dit Sokeo et on m'a dit Yokoto Sokeo et un Zémidjan les a pris et ils sont partis. Ça veut dire que personne n'a sauvé ces deux filles comme on a fait croire. C'est après notre discussion, on a vraiment discuté, on a mis les choses, les points sur les i. On s'est entendu. On ne s'est même pas entendu, c'est dans l'attente qu'une personne a pris les deux filles sur la moto et il est parti. Et elles sont parties. Ok, donc monsieur, vous allez réaffirmer, comme vous l'avez dit tantôt, à aucun moment elles n'ont été déshabillées. C'est bien ça? Je vous jure sur la tête de mon père et sur la tête de mon fils et sur ma vie qu'on ne peut pas déshabiller des personnes qui sont déjà nues.
Exactement. À aucun moment, il n'y a eu d'altercation ou de forcing à entrer dans votre voiture. À aucun moment, ces filles-là ont été forcées pour rentrer dans ma voiture, puisque j'ai déjà donné l'argent aux deux émigrants que j'ai d'ailleurs pris leur numéro, 5000. Ces deux émigrants peuvent témoigner qu'ils étaient là sur la scène avec moi jusqu'à ce qu'on ne se sépare. Monsieur Guéry, je sais que vous suivez parfaitement notre l'idée. Oui, justement, je pense que après avoir quand même trouvé un terrain d'entente. On n'a pas trouvé un terrain d'entente. Je n'ai pas eu le temps de leur parler quand ils sont partis. Ok. Maintenant, moi, je vais rebondir en même temps sur la publication de la vidéo. Ouais. Selon vos déclarations tout à l'heure, c'est le chauffeur qui a filmé. Ouais. Mais qui a publié? Qui a publié? J'ai dit à l'entame que j'étais dans la logique de filmer les choses et de les diffuser pour un sondage social. Pour dénoncer des fléaux sociaux. Merci pour la précision. Il faut que vous compreniez que la logique, c'était que ce n'était pas eux ou bien elles les premières personnes que j'ai dû filmer et diffuser pour des raisons de sondage. Exactement. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs dit au juge qui m'a condamné à 2 mois de prison, que c'est depuis 2024 que j'ai l'habitude de filmer des fléaux sociaux que je dépose sur mon compte. J'ai précisé ça au juge et au procureur qui a fait la réquisition comme enferme comment on appelle, plus de 4 mois de prison ferme et 8 assortis de sursis. Je pense que c'est ça qui a pesé un peu dans la balance pour que ça soit 2 mois. Parce que je précise que ce n'est pas les filles là seulement que j'ai filmé comme sondages sociaux. Donc, pour dénoncer des fléaux sociaux. Il faut que tous nous comprenions, en fait, là, il faut qu'on mette l'accent sur le fait que c'est le simple fait que autrefois, dans le cœur ou dans la tête de Ida, il y avait déjà une hache de guet. Et c'est ça qui a fait que elle s'est trouvée genre visée, elle s'est sentie visée, elle a eu comme l'impression qu'elle était le seul sujet et ça a dégénéré. Non, c'est pas Ida, c'est les internautes qui ont formulé cet état de pensée qui l'ont mis dans la tête. Parce que Ida partait tout en me disant Sokemi. Même Sokemi, parce que dans la vidéo, je l'ai ici dit, oh, voilà, nos bannis autorité, tchare, oh, matelemi les maudits, quoi. Cette information, on ne l'avait pas. Oui, j'ai la vidéo. La vidéo où Ida disait clairement, mais nos bannis autorité, tchare, oh, voilà, non, tu cara, autorité, on y est, oh, et les parents, il y a d'autres grandes personnes qui étaient là-bas. Et c'est quand j'étais en train de discuter avec des personnes-là, elles ont eu le temps maintenant de partir. Et je me suis énervé contre la personne qui m'avait arrêté, me distraire pour qu'elle parte. Et c'est lui que j'ai arrêté. J'ai dit, toi, tu dois m'accompagner finalement au 9e arrondissement pour déposer. C'est-à-dire pour faire ta déposition, parce que je ne sais pas comment cette histoire-là va tourner. Exactement, ok. Et lui, je l'ai arrêté. Est-ce qu'il vous a suivi? Il m'a suivi. Il m'a suivi, il s'est identifié, j'ai pris son numéro, son grand frère est venu avant qu'on le lui libère, pour que demain, s'il y a un problème, qu'on puisse le retrouver pour qu'il confirme qu'aucune fille n'a été déshabillée, c'est-à-dire qu'il dise la scène. Mais est-ce que le truc, lorsque ça s'est passé, nous suivons tous, hein, est-ce qu'au moment où vous vous êtes retrouvé devant le procureur, au moment où on avait besoin de témoins, cette personne s'est présentée? Madame, cette personne ne s'est pas présentée. Exactement. Je voulais demander aussi. Je voulais te montrer quelque chose. Cette personne ne s'est pas présentée et j'ai déposé une plainte contre lui parce qu'il était le garant. Les 2 émigrants aussi. Les 2 émigrants. Mais dans ma plainte, vous pouvez voir. Ils ne sont pas présentés. Moi, le document. Dans ma plainte, vous pouvez voir les 2 documents, les 2 derniers documents que je vous ai remis. Et votre chauffeur aussi ne s'est pas présenté. Regardez dans la plainte, le chauffeur ne s'est pas présenté. J'ai dit témoin passager 1, témoin chauffeur. Témoin Zémidian 1, Zémidian 2. C'est-à-dire, j'ai mis ça dans ma plainte parce que la dernière plainte date de 24/10/2024. Ces gens-là doivent venir au commissariat. Pourquoi ils ne se sont pas présentés or qu'ils sont témoins? C'est pourquoi eux aussi font partie. Chers internautes, si on a bien suivi, on a tous bien suivi, c'est l'opinion publique qui a maintenant transformé en fait l'histoire. C'est l'opinion publique qui nous a vendu cet aspect de ce qui s'est passé le jour-là. Et c'est ça qui a dégénéré. L'opinion publique, je ne sais pas, mais selon les dernières preuves que nous avons reçues, ce n'était pas l'opinion publique, plutôt un groupe de Togolais qui se sont, parce qu'on a eu maintenant les informations, qui se sont mis dans le noir pour organiser ce sketch qu'ils ont vendu pour anarquer les Togolais. C'est-à-dire pour vendre l'histoire, pour pouvoir collecter des fonds
à la cause de défense de, comment on appelle ces jeunes filles. Ces jeunes filles. Vous pensez à une théorie de complot? C'est pas je pense, c'est une théorie, je l'affirme, que quand vous voyez vraisemblablement ce qui s'est passé, c'est une théorie bien huilée, bien orchestrée pour nuire. Est-ce que nous avons, j'ai envie de, j'ai pas le mot, vous me le passez, je vais dire, on est priorisé en fait. Est-ce que nous avons le privilège que vous nous dévoilez ces personnes-là à qui vous pensez, ces personnes qui sont dans le complot, si vous le savez déjà, hein? Oui, mais ça c'est comme le dossier est en cours et que les soins transmis. Je pense que quand les soins transmis vont être émis et qu'on va commencer par convoquer ces personnes, de la même manière je vous ai reçu ici, c'est de cette même manière que je vous donnerai des informations de qui est convoqué et où il est convoqué, pourquoi il est convoqué, pour que vous soyez là même s'il le faut sur le terrain. Ok. Monsieur Papson, nous allons... C'est un complot, c'est une conspiration et c'est une cabale. Je voudrais le dire clairement. Et si je peux rentrer dans le vif du sujet, je pense que peut-être vous aurez fait du mal à certains dans le passé et qui se sont maintenant réveillés et qui ont profité de la situation. Fait du mal vous voulez dire, fait du mal, genre le côté des filles ont peut-être eu mal, où il y a eu des relations, où il y a eu des histoires côté business. Non, pas forcément des filles, mais peut-être déjà dans le passé, même dans votre vie d'artiste, ou dans votre vie de militantisme, peut-être que vous êtes fait des ennemis sans le savoir. Ou même dans le business. Écoutez, quand vous avez un nom comme Papson Motité collé au nom du chef de l'État, c'est des choses qui ne sont pas compatibles. Je répète, quand vous avez un nom, le nom d'abord, Papson Motité, collé à un nom du chef de l'État, parce que vous avez eu le privilège de rencontrer le chef de l'État avant tous les autres artistes. Parce que c'est depuis 2008 que moi j'ai connu Fort Ressources Mlanya Simé. Et mes relations entre lui et moi, c'est des relations amicales et rien n'a frustré. Même ces relations existent toujours. Et malgré tout ça, ça c'est une parenthèse. Donc quand vous avez ce nom, forcément vous devez avoir des ennemis. Parce que les personnes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi on soutient un président, que les gens paient sur les réseaux de sanguinaires et de vautours et tout, les gens se disent, mais tu fais la promotion de cette personne, donc tu profites. Donc il y a déjà une récupération politique dans chaque affaire civile qui me concerne. Donc chaque erreur que je fais, si je pisse malade quelque part, ou bien je me dispute avec une fille, ou ma bonne a été renvoyée, ou bien mon coiffeur a été grondé, on fait une récupération et on le colle à la politique. Ouais, il abuse, ouais, c'est pour, ouais, voilà. Donc, ce n'est pas que j'ai fait du mal. Au fait, j'ai fait des erreurs. Le mal, c'est trop dire. Je suis humain. J'ai été jeune. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Ce n'était pas comme il y a 20 ans. Donc, du coup, aujourd'hui, je peux repartir vers le passé et dire, ah, c'est telle erreur qui a créé tel ganglion pour telle personne. Mais est-ce que ça va jusqu'à commettre un crime? Supposons que maintenant, on a dit aux gens de m'envahir, mais on m'a brûlé. Et je suis dans un... Est-ce qu'on peut corriger des erreurs avec un crime? J'ai fait des erreurs comme vous. Et les gens qui nous suivent en font beaucoup. Beaucoup qui nous suivent en ce moment vont peut-être regarder cette vidéo-là comme si c'était un procès, mais ils font pire dans leur chambre chaque jour. Mais moi, mon titre que vous voyez ici, même si j'ai fait des erreurs, qu'on me parle plutôt des erreurs, dites-moi que j'ai filmé ces filles-là sans leur autorisation. Je vous aurais présenté des excuses. Mais ne faites pas croire qu'elles ont été déshabillées, qu'elles ont été séquestrées, violentées pour abuser d'elles. Ça, c'est utiliser une erreur pour en peindre et me causer. Est-ce que vous vous souvenez particulièrement, ou si vous avez l'idée d'une affaire à un moment de votre vie passée ou même de votre vie actuelle qui pourrait être le socle même de cette manipulation d'informations? Je vais peut-être vous surprendre. Avant 2020, ma vie n'a été qu'une erreur. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais même pas ma santé. Je n'avais pas encore adopté la maladie. La maladie a été découverte en 2012. C'est en 2017 que j'ai commencé par suivre des vrais traitements parce que c'est là-bas que la maladie dégénérait. J'étais impulsif, nerveux, fâché, c'est-à-dire vénère. Donc, imaginez toutes les relations de cette époque jusqu'en 2020. Petite chose comme ça, moi je te vire, je te gronde, je te dis, ta bouche sent, tes yeux ne sont pas bons, tu es vilain. C'est-à-dire, c'est une maladie où on est dans chaque extrême. On appelle ça bipolarisation. Extrêmement content, extrêmement nerveux, extrêmement heureux, extrêmement triste. Donc quand il y a une situation, je n'arrive pas, c'est maintenant que je maîtrise la maladie. Quand il y a un problème, soit je fuis la zone de tension, je prends mon comprimé, je vais dormir. Mais à l'époque, je pensais que c'est un comportement. Donc je grondais tout le monde.
Et je n'avais pas de relation qui a duré plus que 6 mois. Parce que chaque relation que j'ai, peut-être j'ai dit à la personne que tu ne te laves pas bien, la dame se fâche. Ou bien tu ne t'es pas bien épilé, la dame se fâche. Bon, ta tenue ne me va pas. Mais il y a d'autres formules aujourd'hui. Quand je vois une personne qui ne se lave pas bien, j'ai d'autres manières de le dire aujourd'hui que de le dire directement. Ce sont plus des gens très proches de vous. Des gens intimes. Des gens intimes, Ouais. voilà, qui sont susceptibles d'être derrière cette manipulation d'informations. C'est bien ça? Et je précise et je le confirme que vous avez dit tout à fait sans dire que c'est mes proches qui m'ont fait ce coup-là. Les gens qui étaient proches hier, qui sont devenus des ennemis à cause des tensions, des relations. Y compris. Les chauffeurs, les ménagers ou ménagères, Ouais, ouais, ouais. y compris. Ouais. Déjà sur les réseaux, surtout TikTok, il y a eu quand même une vague d'influenceurs quand même qui vous en voudraient vraiment. Ouais. Et bon, moi je ne veux pas citer tous les noms ici, mais... Ils sont là tous. Et est-ce que vous avez quand même été touché quand même par cette vague de haine contre vous en fait? Ouais, au fait, ça... C'est allé très vite en fait. Oui, au fait, quand, je répète encore, Oui. quand vous êtes un certain Papson Moutité, accolé au nom du chef de l'État, et que vous avez des privilèges, parce qu'au fait, le Togolais, quand il te voit avec le président de la République, il pense que, bon, en fait, toi, tu manges, machin, tout ça. Je suis l'un des rares Togolais qui a été proche du président, qui n'a pas profité de cette relation. Et ça, je le précise. Je n'ai pas profité de cette relation parce que je n'ai pas une entreprise aujourd'hui qui emploie 5 000 personnes. Je n'ai pas des maisons qui coulent de gauche à droite. Ça, je tiens à vous donner cette exclusivité. Je n'ai jamais postulé pour être ministre, pour être député, pour être maire. Pourtant, dans mon parti, je suis un membre actif. Je ne suis jamais allé manifester l'intention de briguer un poste dans n'importe quel service. Et ça, je lance un défi au parti UNIR et le secrétaire exécutif, monsieur Acholi peut le dire, je ne suis jamais venu dans son bureau lui dire, je veux être chose là. Donc, je n'en ai pas profité. Mais par contre, j'ai profité du gain de sympathie du président de la République. Et ce privilège fait que les gens pensent. Parce que quand le président me voit, des fois il me voit et puis quand je m'approche, il se lève, il fait comme ça et puis me salue. Les gens pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est de l'humilité. Quand le président met sa main sur ton épaule, il marche avec toi. Ou bien il te voit de loin, il te tend la main, il te voit et puis il cause. Et le périmètre de sécurité, tu es dedans et puis c'est toi seul qui parle avec lui jusqu'à tu vas vers sa voiture. Les gens se disent que bon, tu peux aller dire quelque chose au président qui va les nuire. Donc il y a un truc. Mais est-ce que vous pensez que c'est juste votre proximité avec le président qui fait que les gens... Tu as la réponse, mais tu ne le dis pas. Pourquoi? Parce que prenez un autre individu que vous mettez dans cette histoire de ces deux filles. Ça va passer inaperçu. Ça ne va dira passer rien. inaperçu. Ça ne dira absolument rien. En fait, le tollé médiatique est juste en train de viser plutôt la relation et non ma personne. Moi, je le fais, je ne pèse pas un clou dans ce dispositif. En fait, c'est ce qui est collé. Le parti, d'ailleurs, je suis toujours bleu. Vous avez vu le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. C'est tout le bleu là qui fait que les gens, tu vois un peu. Mais le bleu là que je suis, je n'ai pas profité de, c'est-à-dire de ce système comme les gens le pensent. Vous devez profiter parce qu'il y a des gens qui en profitaient. Les gens en profitaient, c'est le passé. Les gens profitent toujours et les gens en profiteront. Mais moi, on m'a verrouillé d'une manière où chaque histoire, erreur est peinte de crime pour me renvoyer de près du patron. Parce que le patron, quand il a un gain de sympathie, il veut te confier quelque chose à faire. Mais quand on est sali comme ça un peu partout, j'ai dit, bon, ok, ça va. Lui-même pas la Est-ce que tu santé. pourras vraiment le faire? Est-ce que tu mérites ce poste-là? C'est pas mérite. Est-ce que ça va servir? Ça va Parce que tu es sale. Ok. Mais est-ce que vous avez une idée de celui réellement qui vous en veut? Mais il y a même le des plus haut niveau, à ce le plus moment. haut niveau. Il y a même quelqu'un à la présidence qui travaille avec le président de la République qui est dans le coup. Et ça, je le dis devant, c'est une exclusivité. Il est dans le coup. Il y a même un juge. Il y a même un procureur de la République, un substitut. On préfère taire les noms. Je ne dirai pas ces notes du moment où ça fait partie de mon dossier. Je ne dirai pas des noms. Je Le dis, dossier, il est en cours. Il est en Lorsque il sera temps, les noms seront révélés. oui, il faut que ces personnes soient d'abord inculpées, soient condamnées. Et c'est normalement comme ça que ça se fait avant de dire que telle personne est voleur, escroc, violeur et tout. Il faut qu'il y ait une condamnation. Monsieur, Est-ce que vous ne pensez pas que vous jouez avec le feu en... Je suis déjà brûlé, en fait. Jouer avec le feu, c'est moi le feu. C'est moi qui dérange. Alors, je suis allé en prison pour quelque chose d'insignifiant. Par contre,
Des personnes qui ont dit que je possédais des armes chez moi, elles sont en liberté. Au Togo, quand on dit que quelqu'un possède des armes chez lui, cette personne est mise aux arrêts. C'est-à-dire, mais pourquoi ces personnes qui ont dit que j'ai des armes chez moi, on sait très bien que je n'ai pas des armes chez moi, mais ils ne sont pas arrêtés. Pourquoi ces personnes ont dit ça? C'est pour qu'on me fasse disparaître. Même vous, j'ai peur pour vous. Monsieur Papson, nous avons beaucoup parlé. Je pense qu'on va aborder un côté un peu différent. Comment se sont passés vos premiers jours en détention? D'abord, il faut rendre grâce à Dieu parce que la manière dont on m'a traité en garde à vue, c'était inhumain. Un commissaire principal qui est un ami à moi, avec qui j'ai grandi, qui venait à mon anniversaire, qui mangeait avec moi, qui buvait avec moi. C'est lui qui a géré cette affaire, mais finalement, qui m'a déféré, m'a humilié d'abord. Ça, c'est cette humiliation qui a fait que je me suis retrouvé à l'hôpital. À l'hôpital, on me filme, on fait ma photo, qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis que c'est une conspiration. 2 policiers m'amènent à l'hôpital, qui m'a filmé parmi eux, qui m'a photographié parmi eux pour envoyer. Et je retrouve une de mes photos en convalescence inconscient dans le portable de Togbevik PC qui dit qu'on l'avait envoyé. Ça, c'est une parenthèse. On m'envoie maintenant devant le procureur qui me défère. Le procureur et moi, nous avons échangé longuement. Je lui ai dit que je ne suis pas contre d'aller en prison. Je voudrais juste qu'il me rassure que je serai protégé et que ma vie ne serait pas en danger parce qu'il y avait déjà des gens qui me disaient, mais oui, donc, déjà cette vague de haine qu'on a incité les gens pour faire à mon endroit m'inquiétait. Donc ce n'est pas la prison qui m'inquiétait. J'ai dit ça au procureur de la République. Vous pouvez lui demander. Il a ouvert sa bouche et je vous regarde droit dans la caméra. Et peut-être, quand vous allez tomber sur cette vidéo, vous ne pouvez pas démentir. Vous m'avez dit clairement que c'est la justice qui m'envoie en prison. La justice va garantir ma sécurité. Et je vous ai répondu. Alors là, je n'ai plus rien à dire. On m'amène quand? Et quand on m'a amené, j'avais dans mon sac tous les certificats que je devais pouvoir faire valoir. Mais on ne m'a pas donné mes documents. J'étais obligé de négocier avec le procureur pour qu'il dise au régisseur de faire tout pour me faire parvenir mon médecin pour que je puisse avoir au moins les produits que je dois prendre. Parce que je suis dépendant des produits et que je ne peux pas les laisser. Je prends des produits chaque jour. Et quand tu ne les prends plus, c'est l'effet secondaire, c'est le boomerang. Alors, j'ai négocié, j'ai pu l'obtenir. Le procureur a appelé le régisseur pour qu'on m'envoie en prison. De la prison, on devait me renvoyer à l'hôpital pour me refaire des nouvelles analyses pour voir si j'étais admis soit au Kabano ou soit à la prison civile de Lomé. Parce que les malades prisonniers sont détenus au CHU Tocoin, à Kabano. Effectivement, quand on arrive en même temps, sans transition, on me présente au chef prison qui prend les informations que le régisseur l'a dit par rapport au coup de fil qu'il a eu avec le procureur. On demande maintenant de m'envoyer à l'hôpital pour mon admission. Ça veut dire qu'on doit t'amener au CHU Tocoin, un médecin te reprend tout pour voir si vraiment tu es malade pour être admis. Et c'est à l'issue de mon admission qu'on m'envoie maintenant à Kabano. C'est-à-dire le médecin, après avoir vu les symptômes, après avoir vu les documents que mon docteur a envoyé, dit les antécédents de ce monsieur et les produits qu'il prend, normalement on ne doit pas l'enfermer avec des gens. Et s'il faut l'enfermer avec des gens, c'est d'abord un danger pour lui-même et pour les autres qui ne savent pas de quoi il souffre. Il peut avoir des bagarres, il peut avoir des trucs. Donc le mieux, c'est que vous lui trouvez un lieu où un psychiatre va venir le voir. Et donc le premier jour de ma détention, je suis arrivé, j'ai dormi à l'hôpital, au CHU Tokoy à Kabano. Et l'enfer a commencé le premier jour parce que quand je suis arrivé, quand tu rentres même dans cet hôpital réservé aux détenus, l'odeur même qui sort, tu peux perdre, parce qu'il y a des pieds qui s'enflent, qui s'explosent là-bas, les têtes, machin, tout. Donc moi qui souffre d'une sinusite chronique, imaginez, c'est le nez, on t'ouvre la porte, l'odeur même qui vient. J'ai oublié une partie. Le premier jour même, le jour avant qu'on m'envoie même à l'hôpital, on m'avait enfermé d'abord à la prison. On m'a fait rentrer dans une cellule avec 122 personnes. Les gens sont debout déjà. Et eux, ils ont commencé par dormir. C'est-à-dire déjà à 16 heures, quand on les met dedans, ils sont debout. Vous voyez mon bureau là, c'est 2 fois une cellule. Et il y a 122 personnes dedans. Le bureau là. Vous imaginez, vous voyez le bureau. Mais c'est 2 fois une cellule. Et il y a 122 personnes fermées dedans. Donc il y a 60 personnes debout. Eux, ils dorment debout. Il y a les gens là-bas, ça fait 4 ans qu'ils dorment, 5 ans, 10 ans qu'ils dorment debout. Il y a des autres qui s'asseyent, les autres s'asseyent parmi eux. Et les autres qui se couchent comme des bois, comme ça, c'est comme ça, pas comme ça.
Et maintenant, arrivent maintenant les personnes qui mettent la main comme ça, ils sont dans des angles qui trouvent des places. C'est là-bas qu'on m'a mis. Madame, les triples, c'est-à-dire tout ce que j'avais dans mon ventre là, a voulu sortir, mais il n'y avait rien. Et c'est comme ça que j'ai passé de là, et 18 heures finalement, mon admission, on est venu me chercher pour me ramener maintenant à l'hôpital. C'est le même jour ça, on est venu me ramener à l'hôpital et j'ai été admis, on m'a envoyé au cabanon. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant votre détention? C'est la maltraitance de certains prisonniers qui se sont fait passer pour commanditaires du chef de prison. C'est-à-dire les détenus m'ont fait vraiment du mal, commençant par à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'étais pratiquement, c'est de la torture matin, midi, soir. Psychologiquement, moi j'appelle ça torture parce qu'une personne qui souffre de la tête, qu'on tape le matin, on le lève, il y a un malade qui se couche à côté de moi. Je l'appelle malade parce que comment est-ce que tu peux dormir, donner des coups aussi secs et des coups aussi secs pour dire que tu es en train de rêver. Et quelqu'un qui dort à côté de moi, tu donnes des coups, tu es ça, boum, un jour je me suis levé, ici là c'est enflé comme ça, c'est le sang qui sortait, il dit que lui n'avait pas su que lui, il rêvait. Et il m'a donné des coups, mais il m'a vraiment tapé. Mais après ça, est-ce que, je sais pas, sans aucune raison, lorsque vous êtes peut-être dans la cellule, quelqu'un se déchaîne sur vous, ou des gens que vous connaissez peut-être, des gens qui vous connaissaient, vous ont reconnu et se sont déchaînés sur vous? Non, je n'ai pas eu ce privilège. Okay. Je n'ai pas eu ce privilège parce que quand on m'a fait rentrer à la prison le premier jour, les prisonniers qui oh, bien arrivé, voilà là où ton président a enfermé tous les Togolais. Donc moi, je pensais qu'ils vont s'apprendre à moi après. Mais je rends grâce à Dieu que c'est à l'hôpital plutôt, là où on nous avait enfermés, que j'ai été vraiment maltraité. D'abord par les chefs de poste de la prison qui avaient, je ne savais même pas qu'est-ce qu'ils avaient contre moi, leur traitement était vraiment inhumain. Il y a un détenu là-bas qui a été enfermé par, il dit, selon lui, le parti au pouvoir, parce qu'il a chanté à Tchadam, Bindege Bindé. Lui, carrément, il m'a rendu la vie. Lui, il me voyait comme les gens d'Achadam, qu'on l'avait enfermé, les gens. Et vous voyez comme le représentant même du parti au pouvoir. Ah oui, mais ça, c'est, regarde, quand vous avez parlé de transformation ces derniers jours sur les réseaux. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? On a un nouveau Papson? Non. Le Papson, tant que ces personnes ne seront pas poursuivies et jugées, vous ne pouvez pas avoir un nouveau Papson. Parce que ce Papson-là est tellement mis dans la boue et sali au point où il faut qu'il y ait jugement. Il faut qu'il y ait un procès. Il faut que les gens soient condamnés pour qu'il y ait un nouveau Papson. Moi, je ne peux pas changer ce combat parce que ce que je fais est bon. C'est vous qui pensez que ce n'est pas bon, compte tenu de la malinterprétation de la chose et de la manipulation et de comment les gens paient mes actes. Ce Papson restera toujours Papson. C'est vous qui allez changer. C'est les gens qui doivent changer. Et est-ce que vous pensez que les différents recours à la justice peuvent quand même faire renaître un nouveau Papson? Selon ma dernière discussion avec le procureur de la République lui-même, cette fois-ci, ce n'est pas un substitut. Il était étonné que beaucoup de dossiers n'ont pas été vidés. Or que les gens sont incriminés. Il a pris son calepin, il a noté tous ces dossiers qui n'ont pas été vidés ou vous avez lu certains documents tout à l'heure, vous-même vous en jugerez. Oui. Et il n'a pas compris pourquoi ces documents ne sont pas vidés. C'est là où j'ai dit, il y a d'autres personnes qui ont la main noire, qui font leur sale besogne en bas. C'est pourquoi je suis parti au sommet maintenant. Je suis allé voir le ministre de la Justice, que j'ai mis à disposition toutes ces choses, et je suis revenu voir le procureur de la République, et il me fait savoir que c'est l'ancien procureur de la République qui était en charge de la grande partie des dossiers, que lui vient d'arriver, il peut s'occuper de ceux de 2022 et 2024. Donc, je peux vous rassurer d'une chose, vu comment vous avez commencé par poser ces questions, je vous dis que si ça colle ça quelque part, je mettrai juste à la disposition les preuves que j'ai, et au fur et à mesure, nous allons mettre la lumière dans les zones d'ombre. Parce que une grande partie des Togolais seront en prison dans cette histoire. Une grande partie, dont des autorités. Et vous pensez que c'est la meilleure option? Pourquoi ne pas aller à l'amiable régler les choses? Montre-moi quelqu'un que tu as tendu la main, il a mordu ta main, qui veut faire l'amiable. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de comment la prison est et comment essayer d'envoyer quelqu'un. Non, mais tu sais,
Sans te mentir, j'y pense. Mais ces personnes, même si on les condamne pour 5 ans ou 10 ans d'emprisonnement, nous allons voir ce que ça coûte en amende et on va convertir le nombre de jours à des travaux d'intérêt général. Ils vont vider les caniveaux, ils vont balayer les routes, ou soit ils vont aller en prison. Moi, mon souci, ce n'est pas envoyer des gens en prison. Mon souci, c'est qu'il y ait réparation d'abord, que la vérité puisse être servie comme les choses se sont passées. Et le but de mon manœuvre, ce n'est pas pour punir, c'est pour exactement à ramener la vérité à sa place pour que ces personnes puissent me réparer. Parce que le préjudice, dans ce procès, j'ai réclamé 500 millions. C'est un demi-milliard. Et ça a été consigné. La personne a été jugée coupable. Il devait faire 3 mois d'emprisonnement. Il est dehors. Alors, si on me dédommage, excusez-moi, si on me dédommage tout à l'heure 500 millions, ça fait un demi-milliard. D'accord? Parce que j'ai apporté des preuves du préjudice. Les contrats que j'ai perdus, je les ai. Vous n'allez pas quitter ce bureau sans que je vous montre les papiers des contrats, des millions qui... Vous ne pouvez pas. Comme ça, demain, quand vous allez dire quelque chose, que quelqu'un ne vienne pas dire vous avez inventé un truc et vous serez aussi protégé. C'est important que la justice puisse mettre ses auteurs devant la loi. Et le but aussi, c'est ça qui est un peu drôle, que les gens comprennent que si on a pu me garder à vue pour une infraction aussi insignifiante qu'on a peint dramatiquement, qu'en est-il pour les crimes qu'on a commis envers moi? Pourquoi ces personnes ne doivent pas les garder à vue et les envoyer aussi? Ça, il va falloir mettre un cachet dessus. Nous attendons la suite. C'est exactement le but. Pourquoi? Parce qu'avant, je n'avais jamais médiatisé. Vous n'êtes pas étonné de voir toutes ces choses-là? Exactement. Parce que là, je pense qu'il faut vraiment que nous tous, on soit d'accord. Nous attendons la suite. Parce que si pour une histoire... Si pour une histoire qui aurait pu être une toute autre personne pouvait passer inaperçue, mais lorsque ça parle de Papson Moutité, cette histoire a vraiment été médiatisée, a été dramatisée. Alors, monsieur Papson, on a fait du chemin, hein? On a fait du chemin. On a parlé de votre détention, des conditions dans lesquelles vous avez été, et après sur les réseaux sociaux, très récemment, vous avez dit que vous aimeriez quand même apporter une amélioration, une grande amélioration dans la vie des prisonniers, des détenus au Togo. Quelles actions menez-vous déjà? Oui, déjà, j'ai créé une cellule de réflexion où j'ai mis en contribution mes partenaires, que ce soit les Allemands, les Français, et surtout celui de la Suisse, parce que actuellement, voilà, et pour réfléchir d'abord sur les conditions de détention, c'est-à-dire leur nourriture, leur santé et leur environnement. Et sur ça, nous sommes en train, j'ai déjà discuté même avec le procureur de la République, nous sommes en train de vouloir construire d'ici 5 ans une prison qui répond comme on a aux normes du 21e siècle. Parce qu'au 21e siècle, on ne peut pas avoir une prison en ville qui n'a pas de toilette à l'intérieur, où les détenus sont obligés de chier dans un truc, et voilà. Donc cette prison est au standard d'actuel. Et c'est d'ailleurs un partenaire qui gère une prison en France qui veut nous proposer un modèle pour le Togo. Et j'ai déjà les documents que j'ai montrés au procureur de la République. Il était tellement content. Nous avons aussi la structure Aide Action Prisonnier qui va s'occuper des prisonniers qu'on a oubliés, des jeunes qui se sont bagarrés mais qui font 4 ans là-bas, des petites disputes, ils font 6 ans là-bas, et des gens qui n'ont pas des habits. Notre organisation en tant qu'ONG va s'occuper des dons au niveau de Dumo, détergents, savons, habits que les gens ne portent pas. Et puis bon, voilà, donc ça fait partie, c'est un grand projet. Est-ce qu'il y a des influenceurs, des personnes de renom au Togo qui interviennent dans ce projet-là? Non, en fait, le problème, ils ne peuvent pas, parce qu'à chaque fois qu'on parle de la prison, les gens disent qu'il ne faut pas améliorer leurs conditions, c'est des délinquants. Donc quand on dit qu'on veut aider les prisonniers, ça ne sonne pas bien aux gens. Or que ce n'est pas tous qui sont des délinquants, des braqueurs, des voleurs. J'ai vu un jeune qui a juste violé le feu rouge, il a cogné quelqu'un et la personne est paralysée, il est là-bas. Est-ce qu'on va dire que lui c'est un criminel? Donc les gens, il n'y a pas. Ça, je vous dis la vérité. Si je vous dis qu'il y a quelqu'un sur ce projet sur qui je compte, je mens. Comme influenceur. Parce que eux pour tous, quand ils sortent de prison, la prison c'est réservé pour des racailles. Donc il n'y en a pas. Ça, je veux être clair, il n'y en a pas. À part influenceur, genre autorité publique, personnalité publique. Personnalité publique, parce qu'aucun autorité publique ou personnalité publique ne va jamais vouloir construire une prison pour des prisonniers pour qu'ils soient à l'aise. Ça, je vous dis la vérité. Bientôt, jubilé d'Adebayor, de la légende Emmanuel Adebayor Cheyi au Togo.
ça fait le tour, tout le monde en parle sur la toile. Monsieur Papson, quelle est la relation avec vous et Emmanuel Adebayor? Est-ce que vous serez à son jubilé? Je n'irai pas à son jubilé, pas parce que je ne l'aime pas. Je n'irai pas tout simplement parce que je ne suis pas invité. Connaissant le monsieur et son niveau, comme on appelle, d'embut de sa personnalité, quand il t'invite pas, quand tu vas, il va pas bien te traiter. Puisque le monsieur s'est permis de dire, même sur les réseaux sociaux, que sa fille m'a renvoyé de chez lui en 2008, or qu'il n'avait même pas encore d'enfant. Il m'a diffamé. C'est une plainte que j'ai déposée aussi contre lui, parce que peu importe si tu es une star, une légende ou un ambassadeur, la société a changé. J'ai vu des policiers en prison, j'ai vu des gendarmes, des militaires, même des colonels en prison. J'ai vu des bérets verts en prison. Donc, je pense que cette société a tellement évolué que Adebayor aussi, monsieur Adebayor, peut répondre si diffamation y est, qu'il fasse réparation, et il m'a diffamé. Je pense que le numéro 4 était l'un de vos meilleurs amis, mais qu'est-ce qui a basculé aussi que ça, que vraiment tu ne sois même pas invité à son jubilé? Non, je n'hésite pas, parce que pour Adebayor, quand tu vas en prison, c'est pour ça que je dis, il doit revoir sa manière de parler. Pour Adebayor, quand tu vas en prison, tu sors, c'est que tu n'es plus bon pour la société. Il me l'a dit, que tu allais en prison. Vous voyez un peu, c'est triste. Est-ce que nous devons comprendre que dans le cadre de ce jubilé-là, vous avez déjà eu une discussion avec lui? Dans le cadre de ce jubilé, non. Mais pour Adebayor, quand tu vas en prison, tu n'es pas bon pour parler avec lui. Et c'est ça qui a fait que, une fois, moi, avec lui, on a eu des problèmes avec l'histoire de Gogoligo. C'est ça, plutôt, qu'il allait changer. C'est le fait que je l'ai dit, il y a des gens qui sont partis en prison, qui sont sortis, qui sont devenus quelque chose qu'il n'a pas aimé. Mais il a utilisé l'histoire de Gogoligo, là, pour nous faire arrêter à l'époque, or que voilà. Donc, je n'ai pas de relation avec monsieur Adebayor, une personne, d'ailleurs, que je souhaite bon vent. C'est pas donné à tout le monde d'être ce qu'un Adebayor, chez ça n'arrive qu'une seule fois, sans entendre. C'est une star, c'est une éclipse. Et moi, je lui souhaite tout le bonheur, mais à côté, il y a aussi nos malentendus qu'on doit régler pour qu'on se respecte dans la société. Monsieur Papson, vous allez dire un mot à l'endroit des jeunes Togolais, que ce soit jeunes garçons, que ce soit jeunes filles, et je voudrais que vous mettiez l'accent sur leur vie sur les réseaux sociaux et leur mentalité. Il faudrait que cette jeunesse comprenne que les réseaux sociaux vous font plus de mal aujourd'hui que de bien. Dans d'autres pays, les gens utilisent ces réseaux pour faire des affaires. Et quand on voit les challenges que vous avez l'habitude de faire, ça donne l'impression que vous, en Afrique, vous utilisez ces réseaux sociaux pour se distraire. Or que dans d'autres pays, nous voyons les Chinois fabriquer des portables, fabriquer comme on appelle des montres, nous voyons les Russes, voilà. Mais au Togo ou en Afrique en général, nous avons l'impression que les jeunes pensent que TikTok ou Facebook ou tous ces réseaux sociaux sont source de la distraction. Le e-commerce, normalement, fait payer plus de salaire que le salaire des ministres et tout. Mais les jeunes aujourd'hui préfèrent faire des challenges de danse, de se mettre nu, ils veulent une vie facile, ils veulent arriver vite. Or que demain, ta vie peut basculer, tu deviens peut-être une autorité, c'est ces vidéos-là qui vont te rattraper. Si moi j'ai un conseil à leur donner, c'est de faire un effort pour limiter au maximum de s'exposer sur les réseaux sociaux. Votre vie privée, votre vie relationnelle, votre vie amoureuse, votre compagne, toutes ces choses-là, le domaine ou bien la mémoire de l'univers va les enregistrer, va vous le sortir au moment où vous attendez le moins. Et quand vous aimez un homme aujourd'hui, pas la peine de venir le montrer sur les réseaux sociaux, l'exposer, ouais, c'est cette vague de cette histoire-là de blanc qu'on trouve, on montre le blanc, on force d'autres à chercher aussi des blancs. Ça dit, il y a plein de choses, vous utilisez ce réseau qui doit être un média. Mais vous l'utilisez comme une source de distraction. Donc, mon conseil, c'est que je suis en train de créer ce qu'on appelle responsable en ligne. Ça va venir, c'est un projet. On l'appelle responsable en ligne. Togo Internet propre. Type Togo Internet propre. Responsable en ligne. C'est un projet que j'aurai le temps de... Une nouvelle mission. Une nouvelle mission. Ouais, une nouvelle mission. En tout cas, vous avez beaucoup de projets pour le Togo. Vraiment que vous aimez vraiment le Togo. Ah, en fait, je me dis que c'est comme ça que nous pouvons être des vrais Togolais. Le Togo nous a donné tout. Il faudrait que nous laissons quand même une partie de ce qu'il nous a donné au service d'abord de ceux qui sont là et à la génération future. Après toute cette histoire, après quand même tout ce parcours, après ce grand changement-là de 19h30 qui quand même a marqué votre vie, parce que j'aime beaucoup aimer la précision de ce 19h30 là. On a dit 22h. Le 19h30 là qui est 2 heures de cette et qui a marqué et changé le cours de votre vie. Quel est votre plan quels sont vos plans personnels et professionnels pour l'avenir?
savez, ce qui m'a plus marqué, c'est mon employeur. Parce qu'aujourd'hui, je suis responsable commercial d'une société en Suisse, dans toute l'Afrique et en France. Le monsieur n'a pas bougé d'un trait. Il dit, tout ce qu'on rencontre là, vu ma proximité avec toi, tout ce que nous on fait là, je sais que tu n'es pas ce genre de choses et je connais ton humeur. Et aujourd'hui, je suis content qu'il n'a pas résilié le contrat parce que c'est le tout dernier que j'ai reçu. Tous les autres là, c'est parti à l'eau. Et moi, mon souhait aujourd'hui, comme tu le dis, c'est de faire, comment on appelle, lumière sur toutes ces zones d'ombre et après, continuer le combat. Et mon combat, c'est que je voudrais laisser une trace, qu'on dise, ah, à l'époque, il y avait un certain monsieur, Papson Moutité, qu'on avait fait ceci, mais finalement, il est devenu quelque chose pour maintenant impacter des jeunes à ne pas baisser les bras. Est-ce que Papson est intéressé par la politique? Je suis politicien. Ça, ce n'est pas Papson. Mais je suis un homme politique différent. Il y a différence entre politicien et un homme politique. Donc, ne dis pas, Papson est un homme politique. Parce qu'un homme politique a des projets d'améliorer les conditions de vie de sa population. Mais un politicien manipule, triche et vole sa population. Oui, ce que je voulais souligner, c'est est-ce que vous avez des ambitions, par exemple? Est-ce que vous êtes prêt à nous dire ici, si demain vous allez devenir Son Excellence, Monsieur le Ministre, est-ce que vous avez ces ambitions? Non, 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 non. Moi, mon ambition aujourd'hui, c'est de ne pas être un officiel. Je voudrais être juste quelqu'un qui impacte la vie politique de mon pays. C'est-à-dire dénoncer ce qu'il faut dénoncer, proposer ce qu'il faut prononcer, améliorer ce qu'il faut améliorer. Alors si, à la rigueur, le rêve que j'ai, c'est d'être peut-être un conseiller de la jeunesse auprès du président de la République, ou bien un conseiller au niveau du ministère du développement à la base, qui emploie aussi la jeunesse, mais, ou bien un consultant sur la jeunesse. On n'a pas besoin d'être ministre ou bien d'être président pour changer la vie des populations. C'est tout ce que moi je veux. Quelqu'un qui sert, mais avec un titre officiel, même si c'est privé. Merci beaucoup. Vous avez un mot de fin? Oui, un mot de fin que je vais adresser à son Excellence, le président de la République, Faure Essence Mnangagwa. Ça fait 20 ans que j'ai mis ma personnalité, mon image et surtout mon talent à la disposition de la promotion de votre politique. Je vous ai laissé beaucoup de vidéos sur l'excellence Faure Essence Mnangagwa. Des vidéos où je vous expliquais ma volonté de participer au développement de notre pays en mettant ma capacité physique et intellectuelle au service de mes communautés. Ces vidéos sont restées stériles et je n'ai jamais eu de retour. J'ai profité de ce canal de Lomé Actu pour vous adresser encore le renouvellement de mon souhait que nos rencontres soient franchement des rencontres aujourd'hui officielles. Que vous puissiez, pas seulement dans les coulisses, pas seulement dans les clins de non, mais je voudrais apporter mon expertise et ma capacité à vous servir. Et au même moment, vous prier de revoir les conditions, franchement, des détenus et de ces prisonniers qui, franchement, vivent de la misère. On lit de la douleur et de la souffrance dans leurs yeux. Et vous savez où me trouver puisque vous êtes le président de la République. À tout moment, vous pouvez trouver un citoyen. Donc, je vous laisse le choix et le jour, selon votre convenance, de me faire part de votre souhait de me rencontrer et je me ferai le plaisir même de me déplacer, peu importe l'heure. Merci. Ok, Monsieur Papson, bonne chance. On espère bien que le président vous a entendu. C'est mon plaisir aussi et merci beaucoup à Lomé Actu pour ce privilège. Je vous dis que depuis que cette histoire a commencé, depuis 2017, c'est la première fois qu'une organisation ou un média prend la peine de se déplacer pour venir vers moi. Et je pense qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit ici, que d'autres médias vont voir chez vous, et peut-être d'autres vont emboîter les pas pour venir voir de leurs yeux les preuves que vous avez vues aujourd'hui. Et ça nous permettra aussi de relayer les informations qui sont cachées quelque part. Merci à Lomé Actu, franchement, pour cette opportunité, et le meilleur reste à venir. Lomé Actu.